Donc, le travail que je vous présente aujourd'hui est un travail d'introduction que j'ai effectué dans le cadre d'un projet collectif qui est porté avec mon association savante, l'Association française de management du tourisme, le département du Var et son comité départemental Var Tourisme. Et c'est un projet qui répond à une demande de la FNEJ. La FNEJ est en train de développer une collection de manuels sur la décarbonation et elle a contacté mon association savante pour produire un ouvrage sur le management décarboné du tourisme. Donc, moi, ce sont des sujets qui m'intéressent. Dans le cadre d'IAE France, on travaille avec le Shift Project. À l'IAE Toulon, j'ai travaillé avec les Shifters. Et donc, j'ai dit au président de l'association, donc qui est Laurent Botti, de l'IAE de Perpignan, ça serait bien qu'on porte ce projet. Donc, la difficulté, quand on aborde des sujets assez pointus comme celui de la décarbonation, c'est que vous voyez, on n'est plus vraiment dans les sciences de gestion. Et pourtant, on y est, mais on est à la frontière. On a besoin d'améliorer notre connaissance sur ces sujets-là, comme sur celui de la biodiversité ou d'autres sujets qu'on a pu plus ou moins aborder depuis ce matin. Mais on n'est pas complètement compétent. Les questions de carbone, management de la décarbonation, tout ça, c'est quand même des sujets qui sont un petit peu aux frontières. Et donc, on s'est dit, ben, on y va, on se jette à l'eau. Et on a commencé par faire on avait un colloque à l'IAE de Saint-Denis en mai. On a fait un atelier spécial sur ces questions de décarbonation. On a constitué un collectif de co-auteurs. Donc, on va être 24 co-auteurs sur ce projet. Et donc, je vais vous présenter un petit peu le travail introductif pour aller vers ce manuel. Donc, le manuel devrait être publié en 2026. C'est notre engagement vis-à-vis de la FNEJ. En ce qui me concerne en tant qu'enseignant-chercheur, on va dire que ce projet s'inscrit dans un champ de recherche que j'ai développé depuis les années 2000, qui était en fait développer le champ de recherche en lien avec le tourisme durable en France, sachant que le courant lui-même a émergé aux alentours des années 1990. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur les questions de durabilité appliquées au management du tourisme, mais je suis, comme la plupart des chercheurs et comme la plupart des professionnels, confrontée à un certain nombre de verrous pour maîtriser les externalités négatives du tourisme. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès sur la conceptualisation, l'opérationnalisation d'un certain nombre de sujets en lien avec la responsabilité dans le tourisme ou la durabilité dans le tourisme, mais il y a des sujets auxquels on se heurte. Et la question des émissions de gaz à effet de serre avec leurs impacts sur le réchauffement climatique fait partie de ces verrous. Donc, dans cette communication, je vais vous dire dans un premier temps pourquoi il est urgent de décarboner le tourisme. Et dans un deuxième point, je vais essayer de vous montrer est-ce qu'on peut aller vers un tourisme décarboné et jusqu'où on peut aller en fait à l'échelle qui est l'échelle des acteurs de terrain, que ce soit les responsables d'entreprise ou les responsables, les gestionnaires de territoire, les gestionnaires de sites touristiques ou autres. Alors, pourquoi il est urgent de décarboner dans le tourisme? D'abord, quelques notions clés. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas très acculturé à ces notions-là dans nos sciences de gestion. Et d'abord, on est un peu perdu par les termes qui sont utilisés. Donc, un petit rappel ou une petite précision sur les notions clés. Vous allez rencontrer dans toute la littérature médiatique ou académique sur ces questions-là les notions d'émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont en fait un mécanisme au départ qui est tout à fait naturel, ce qu'on appelle l'effet de serre, qui existe sur la planète Terre, mais ce sont les activités anthropiques, les émissions de gaz, en particulier dioxyde de carbone, qui vont aggraver une situation qui, à l'échelle de la planète, s'autorégulait. Et nous, on crée en fait des déséquilibres qui conduisent au réchauffement climatique. Parmi les gaz à effet de serre, le plus connu est le dioxyde de carbone, mais il y en a beaucoup d'autres, l'oxyde nitreux, le méthane, qui ont d'ailleurs des potentiels de nuisance au plan climatique encore plus importants que le dioxyde de carbone.
Néanmoins, c'est le dioxyde de carbone qui est retenu comme indicateur de référence pour l'ensemble des gaz à effet de serre. Et donc, c'est un indicateur qui a été reconnu par le GIEC et qui va permettre d'effectuer des comparaisons dans le temps, de faire des chiffrages et de ne pas rentrer dans les détails de tous les gaz à effet de serre. Plus globalement, l'ère dans laquelle nous sommes entrés depuis la révolution industrielle a été qualifiée par les scientifiques d'anthropocène, même si ça n'a rien à voir avec les ères géophysiques précédentes, mais simplement pour caractériser l'impact négatif que les humains peuvent avoir sur les grands équilibres de la planète. Et en particulier, vous avez le travail sur les limites planétaires et on voit que les activités humaines sont en train de forcer toutes les limites planétaires. Donc, on a dépassé la plupart des limites, dont celle du climat. Après, il y a deux notions qui sont très intéressantes, mais qu'on utilise parfois l'une pour l'autre et qui ne disent pas la même chose. C'est la décarbonation et la neutralité carbone. La décarbonation, elle vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre, pour le dire plus simplement. Et la neutralité carbone, elle vise à compenser les émissions par des absorptions de gaz à effet de serre. Or, comment se produisent les absorptions? Par des puits de carbone. Et les puits de carbone naturels, donc ce sont les sols, les océans, les forêts principalement, sont aujourd'hui quasiment saturés et n'arrivent plus à absorber les différentiels de gaz à effet de serre que nous produisons. Alors, on nous dit toujours, oui, mais on peut créer des puits de carbone artificiels. Or, là, les scientifiques savent nous dire qu'il n'y a aucun puits de carbone artificiel en capacité de réduire les émissions actuelles. Il faut que je suive le conseil. Donc, j'en viens maintenant à l'empreinte carbone du tourisme. Et l'empreinte carbone du tourisme est extrêmement élevée, d'autant plus que c'est un domaine d'activité qui se porte plutôt bien et sur lequel tous les décideurs politiques, économiques ont généralement les yeux rivés sur des indicateurs de croissance. Alors, je vous mets quelques chiffres. Tous les chiffres sont pharaoniques. Le nombre de voyages, le nombre de visiteurs internationaux comptabilisés. La France, tout le monde se gargarise parce que c'est le premier pays en termes de réception de visiteurs internationaux et on en a accueilli 100 millions en 2024, ce qui est un seuil extrêmement symbolique. On a également bénéficié d'un solde positif structurel de la balance des paiements en France et donc c'est très important. Tout ce qu'on sait, c'est que le seul moment où on a eu un coup d'arrêt de cette croissance, c'était 2020. Et on a observé à ce moment-là une baisse des gaz à effet de serre de 58%, c'est-à-dire 2/3 des rejets carbonés en 2020 qui avaient été réduits. Donc, ces résultats qui sont au plan économique et commercial très intéressants ont des contreparties très coûteuses sur les limites planétaires et en particulier sur le climat. Pourquoi? Parce que l'intensité carbone du tourisme, elle est 4 fois supérieure aux autres services et 30% supérieure au reste de l'économie. Le tourisme contribue à près de 9% du réchauffement global. Et il y a une étude très intéressante qui a été effectuée de façon longitudinale par un collectif de chercheurs internationaux pendant 10 ans, qui montre que le tourisme contribue à hauteur de 5,2 gigatonnes donc d'équivalent CO2, et l'augmentation sur 10 ans a été évaluée à 1,5 gigatonnes. Donc c'est absolument colossal. Avec le poste le plus important qui explique cette augmentation, c'est la croissance de la consommation touristique, en particulier les transports, mais aussi l'hébergement et la restauration, qui expliquerait 1,4 gigatonnes de cette augmentation. Et les transports, tout seuls, seraient responsables de 55% de l'empreinte carbone globale. Après, on a d'autres facteurs qui jouent en plus ou en moins, mais qui sont finalement mineurs par rapport à celui-ci. On observe également une très forte disparité entre les pays, avec 20 pays qui produisent 3/4 des émissions mondiales. Alors pour la France, c'est encore plus vrai, puisque la France, je vous le disais tout à l'heure, c'est le premier pays récepteur, et donc on va retrouver la même situation qu'au niveau mondial, mais de façon encore plus aggravée. Alors il se trouve que le tourisme donc, est fortement émetteur de gaz à effet de serre, mais il va subir de plein fouet, de façon très violente, les effets du changement climatique.
avec des réductions de périodes d'enneigement, la mise en péril des stations de ski de basse altitude, puisqu'en fait, elles n'ont plus assez de neige pour être ouvertes toute l'année pour rentabiliser leurs investissements, des risques d'inondation accrus, que ce soit en montagne avec les lacs glaciaires ou en zone littorale avec l'augmentation du niveau des océans, des risques incendies et des méga-incendies immaîtrisables, d'importantes périodes de canicule, des intempéries qui sont potentiellement catastrophiques, en particulier sur le secteur de l'hôtellerie de plein air, qui subit toutes ces catastrophes de plein fouet, mais également l'économie dans son ensemble, l'économie touristique, avec des modifications qui commencent à être observées dans les flux saisonniers de touristes. Alors, peut-on aller vers un tourisme décarboné? Alors, la réponse est oui, mais c'est un oui un peu modéré. Aujourd'hui, on sait très bien faire tout ce qui relève de l'adaptation. On sait protéger par des digues, des élagages de forêt, du reboisement, de la climatisation. On a pas mal de villes qui s'inscrivent dans villes haute température et qui réfléchissent justement aux effets du réchauffement climatique sur la qualité de vie de leurs résidents. On sait sensibiliser très bien tous les publics. On a des méthodes d'incitation. Le marketing, c'est très bien promouvoir tout ce qui est pratique vertueuse dans les destinations. Mais tout ça ne réduit pas véritablement les émissions de gaz à effet de serre. Donc là où on a du travail à fournir, c'est sur l'atténuation. Et donc pour cela, il faut aller au-delà de la neutralité carbone. Il faut réduire la demande issue des pays émetteurs, limiter la croissance du transport aérien et développer les transports bas carbone. Tout ça, ce sont les conclusions de l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Alors, juste pour vous montrer l'application au niveau des acteurs pris individuellement, moi, je travaille donc sur le département du Var avec un hôtel qui est conduit et dirigé par un couple qui a une très longue expérience dans l'éco-responsabilité, qui a d'abord eu une hôtellerie de plein air, donc un camping au Pradet, et qui ensuite a acheté un hôtel de 15 chambres avec salle de séminaire dans un endroit absolument féerique que je vais vous montrer, et qui était depuis l'origine très impliqué dans ces questions d'éco-responsabilité. Donc, ils sont labellisés Clé verte, Esprit Parc National, Accueil Vélo. Ils ont la note A à l'étiquette environnementale et ils ont demandé et payé un bilan carbone en 2022. Donc, vous voyez la localisation absolument féerique. Là, vous avez l'épouse de ce couple dirigeant et vous voyez qu'ils ont obtenu des prix. Ils en ont eu plusieurs, en fait, dont celui des trophées de la RSE PACA en 2023. Donc, ce sont des collectionneurs d'actions d'éco-responsabilité et ils le valorisent. Vous voyez, tous les objets en fait de leur bureau d'accueil sont tous de la récupération. Tout ça, ça a été fait par des étudiants. Enfin, c'est vraiment, ils appliquent tous les principes de la durabilité et de la RSE. Et dans leur bilan carbone, eh bien, ils ont mené leur bilan carbone sur les 3 niveaux, donc écosystème hôtelier, tout ce qui est lié à leur séjour, au séjour des touristes, écosystème local et écosystème plus général lié aux activités des visiteurs avant leur venue localement. Et là, ils sont arrivés à des conclusions qui les ont vraiment déçus parce qu'en fait, tout ce qui était dépendant d'eux, eh bien, ils l'ont saturé et ils ont de très bons résultats sur le premier niveau avec des émissions de GES qui sont très inférieures à la moyenne nationale par unité. En revanche, dès qu'on entre dans le 3e niveau, eh bien, on a la clientèle internationale et on ne maîtrise pas les moyens de transport. Et donc, 50% des GES qu'ils produisent sont causés par environ 10% des clients internationaux. Et ça, vraiment, pour eux, c'est très, très problématique. Donc, ils ont mis en œuvre beaucoup d'actions, des actions de sensibilisation pour les clients, de la facilitation pour les mobilités bas carbone. Ils récompensent les efforts des clients avec des recharges de batteries électriques offertes et une offre de location de vélo pour tous les clients qui se déplacent avec des mobilités douces, donc TGV, bus, covoiturage, etc. Et ils renoncent à toute forme de commercialisation au-delà de la région sud. Donc, ils ne font aucune traduction de leur support et ils ne font aucune communication au-delà de la région.
Et bien sûr, ils privilégient des partenariats locaux et refusent tous les partenariats extérieurs. Donc, ils ont des résultats très positifs. Et donc, à ce titre, ils sont exemplaires au plan local. Ils sont souvent cités en exemple dans toutes les stratégies en lien avec le développement durable dans la région. En revanche, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de montrer les points de blocage. Alors, les points de blocage, il y en a trois principaux. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas le droit de refuser les clients en fonction des modes de transport utilisés. Et donc, on voit bien que c'est en particulier l'avion qui est le plus gros pollueur. Il y a des véhicules thermiques aussi, mais c'est d'abord l'avion. Et ils ne peuvent pas faire ce filtrage. Ils ne peuvent pas filtrer non plus l'origine des clients par les plateformes de réservation. Et ils sont dépendants des politiques promotionnelles des institutions du tourisme vers les clientèles internationales. Donc, c'est une étude qui montre, alors c'est vraiment le début, on est vraiment dans l'exploration, qui montre les contradictions du tourisme pour un développement vraiment durable et ces relations de rapports mutuels entre le tourisme et le changement climatique. Donc, on a des moyens d'action bien identifiés pour réduire les émissions de GES, mais la volonté est encore insuffisante au niveau politique et collectif. Donc là, on observe pour les professionnels qui sont engagés, donc toutes les entreprises touristiques qui sont impliquées, des blocages qui ne peuvent pas dépasser à leur niveau. Et donc voilà, ça pose un petit peu ce problème de si on veut décarboner dans le tourisme, eh bien, il va falloir une volonté collective beaucoup plus large. Et pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour discuter. Je pense ne pas avoir trop dépassé le temps imparti, bien que je ne pouvais pas faire mon médiateur en même temps, mais voilà, donc je suis à votre disposition par rapport à ce cas. Je veux bien poser une question. Euh, est-ce que, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que ça serait possible de mettre aussi en avant un petit peu pour contrebalancer, mais bon, l'effet négatif des visiteurs internationaux, le fait que en voyageant dans plusieurs pays, on est exposé à la diversité culturelle et que ça, c'est positif. Enfin, voilà, bon. Alors oui, d'ailleurs, c'est généralement toujours comme ça que le tourisme est présenté. Le tourisme, il est toujours présenté sous son angle positif. Ça favorise la démocratisation de la culture, ça favorise des échanges entre les peuples, ça favorise la paix dans le monde. Enfin, il y a tous ces aspects positifs. Mais là, nous, on fait un travail un peu de rupture avec les discours conventionnels parce qu'on s'attaque à la décarbonation. Et donc, si on est vraiment sur la logique de la décarbonation, on voit bien qu'on ne peut pas continuer en même temps à avoir des voyages internationaux. Tous les mois, on prend un avion pour aller à droite, à gauche, parcourir le monde. C'est génial, hein, tout le monde trouve ça génial. Surtout avec le low cost, vous pouvez faire des très beaux voyages pour pas très cher, même si ça augmente. Mais ça ne va pas régler le problème du carbone et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment ce point-là qui pose problème aujourd'hui. Christelle, vous aviez levé la main. Oui, je vous remercie. Merci pour cette présentation. J'avais un premier commentaire et ensuite une question. Oui, c'est vrai que c'est plus un commentaire quand vous parliez d'une recommandation qui serait de limiter la croissance du secteur aérien. Je me disais, mais comment on peut parvenir à faire ça? Ça m'a l'air très, très difficile. Et la deuxième question que j'ai, je trouve ça très intéressant ce cas que vous avez présenté, notamment le fait qu'ils ne traduisent pas tout leur support, ils ciblent la région sud. Donc je me suis demandé, mais est-ce que vous avez constaté un impact sur leur stratégie de croissance? Comment ça a impacté leur stratégie de croissance? Est-ce que ça l'a impacté? Voilà, ça m'a posé question quand j'ai vu ça. Merci beaucoup pour ces remarques et questions. Alors, en ce qui concerne le transport aérien, il est certain que c'est pas, enfin, nous n'allons pas régler le problème du transport aérien au niveau où nous sommes, nous, enseignants-chercheurs, même dans un collectif. Vous voyez, là, c'est quand même des partenariats ambitieux avec des grosses institutions. On est 24 co-auteurs, donc c'est quand même on va dire un gros projet collectif. Mais j'ai aucune prétention qu'on va pouvoir attaquer le sujet et régler le problème. En revanche, pour suivre un petit peu ce qui se passe aussi dans l'aérien, les réflexions sont là. Donc les réflexions sont là chez les constructeurs, les constructions sont là chez les politiques. Le problème des politiques, c'est que les seuls leviers qu'ils ont, c'est toujours les taxes.
Donc on taxe les émissions, on taxe les consommations, on taxe les consommateurs. Bon, forcément, c'est pas la meilleure façon pour donner envie aux gens de faire les choses. En revanche, les compagnies aériennes, on voit qu'il y a quand même, quand on s'y intéresse un peu, il y a quand même des secteurs où ils innovent, ils essaient d'innover. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la dérégulation du secteur aérien, comme elle s'est instaurée d'abord aux États-Unis, puis en Europe à partir des années 1970, est vraiment contraire à ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là. Donc là, on est dans un entre-deux où déjà, nous, si on arrive à faire prendre conscience tout simplement de la part des grands décideurs du problème qui est posé et des verrous que ça pose pour les autres, je me dis qu'on aura fait un pas en avant assez intéressant. Après, vous parlez de cet hôtel qui n'est pas restaurant, mais qui fait petit déjeuner bio, équitable, locaux, et qui fait aussi beaucoup de choses sur lutter contre le gaspillage alimentaire, ces choses-là. En réalité, c'est un hôtel qui, en termes d'indicateurs classiques économiques, est toujours dans des bons indicateurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont le taux d'occupation quasiment 100% pendant toute la période où ils sont ouverts. Ensuite, il y a une période de l'année où ils ferment pour faire des travaux, pour rénover, pour prendre un peu de vacances, voilà. Et leurs salariés sont des salariés qui sont fidélisés dans le temps et qui reviennent systématiquement parce qu'il y a un partage de valeurs. Donc c'est vraiment, Odile parlait d'état d'esprit tout à l'heure, ils sont vraiment dans un état d'esprit et ils font une espèce de communauté de pratique avec leurs clients, avec leurs salariés. Et finalement, par le partage des valeurs, c'est un établissement qui a des indicateurs de performance tout à fait excellents. Donc, moi, j'ai posé la question en disant, mais si vous, par exemple, imaginons que vous ne vouliez plus passer par les plateformes, est-ce que ça n'aura pas des conséquences sur votre taux d'occupation? Elle me dit, moi, si je me prive des visiteurs internationaux, ça me fait du bien, ça me donne plus de respiration, mais je ne peux pas. Et elle m'explique les points de blocage que je vous ai évoqués. Donc peut-être aussi parce que c'est un établissement qui a, on dirait en management stratégique, est sur un positionnement très clair, très bien maîtrisé et très bien géré, très bien managé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Stéphane, vous avez levé la main. Oui, merci beaucoup, hein. C'est toujours très inspirant de découvrir comme ça des établissements ou des organisations qui font des efforts qui vont, disons, dans le bon sens. Je me posais deux petites questions. Il y en a une qui est vraiment liée à la recherche et qui est liée à d'autres réflexions sur des entreprises qui mettent en place ce type d'action. Comment est-ce que ça impacte leur politique de prix? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont à peu près dans les prix du marché ou qu'ils ont un positionnement un peu plus haut de gamme? Parce que parfois, quand on réintègre les coûts environnementaux et sociaux, ça tend à augmenter les prix, mais dans le service, c'est pas forcément le cas. Là, bon, je comprends que non, a priori. Non, parce que dans les hôtels, ils ont un autre indicateur, enfin, ils ont un autre déterminant des prix, c'est le nombre d'étoiles. Mm, Et donc, en fait, eux ne sont pas positionnés en catégorie luxe. Je crois qu'ils sont entre 2 et 3 étoiles de mm. mémoire, hein. Donc, en fait, ils sont dans un positionnement prix qui est celui du marché. Il n'y a pas de surcote, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent abordables et ils ne sont pas Oui, situés sur une niche de clients plus non. fortunés, entre guillemets. Et puis la deuxième question, mais c'est en lien avec la décroissance potentielle aussi qu'on évoquait du secteur aérien. On parle beaucoup de surtourisme, donc il y a d'autres impacts, on va dire, sociaux ou écologiques que simplement l'émission de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que dans le bilan que vous avez présenté, on parlait surtout en fait du changement climatique et de l'émission des gaz à effet de serre, mais j'imagine que dans la réflexion plus large que vous avez au sein de l'association, on touche aussi à ces différents aspects. Et je me demandais s'il n'y avait pas des ponts à faire ou des liens avec aussi ces autres thématiques. Parce que si on réfléchit que silo par silo en disant on va décarboner, mais qu'on ne réfléchit pas à la biodiversité ou aux impacts sociaux, par exemple, ou autres, ça me semble un peu pas dangereux, mais dommage d'avoir pas de manquer une Oui, réflexion systémique. Donc voilà, c'est juste une question plus ouverte. oui, oui, tout à fait, mais vous avez complètement raison, bien évidemment. Là, j'avais un quart d'heure, donc je vous ai présenté vraiment de façon très pointue. Dans l'ouvrage collectif, on a 11 chapitres, et dans ces 11 chapitres, il y en a un qui va traiter de la gestion des flux. Donc justement, c'est les défis modernes du management du tourisme, saisonnalité, overtourism, gestion des flux, transition, vous voyez. Donc on a vraiment des chapitres, on a un chapitre sur l'économie circulaire, enfin, vraiment, on a des chapitres dédiés à tous ces sujets qui vont décliner, d'où l'intérêt d'être en collectif.
Donc, si on prend le cas du parc, enfin, de cet hôtel-restaurant, je vous ai dit qu'il était labellisé aussi Esprit Parc National. Alors, si vous ne connaissez pas le Var, je vous ai montré tout à l'heure, ils sont sur un double tombolo. Et ce double tombolo conduit à une presqu'île qui amène après aux 3 îles d'Or qui sont Parc National de Porquerolles. Et le Parc National de Porquerolles a donc cœur de parc, il a des cœurs de parc sur les îles et après il a une aire d'adhésion qui est sur le continent. Donc la ville de Hyères fait partie de l'aire d'adhésion. Et cet établissement travaille en partenariat avec le parc national aussi pour gérer les flux de touristes qui ont tendance à aller sur les îles parce que c'est beau, parce que c'est des paysans. Et donc, ils font tout un travail également d'accompagnement pour éviter les pics trop importants. Et donc, ça, c'est un autre sujet que je n'ai pas voulu vous présenter aujourd'hui, mais sur lequel je travaille aussi, c'est maîtriser les flux touristiques sur les îles d'Or. Voyez. Et donc, eux sont totalement dans cette logique-là. Merci. Avec plaisir. Michael Sita, je vois que vous avez levé la main. Oui, alors désolé, je peux pas mettre ma caméra, mais merci encore pour cette présentation, très intéressant. Ça m'a rappelé un peu aussi les travaux de Leroux, justement sur cette difficulté de l'avion, et on se posait même la question pour les colloques. Là, on l'a fait en visio, mais c'est vrai que les colloques, est-ce qu'on continuerait de les faire en, en présentiel? Mais pour le cas de l'hôtel que vous montrez, c'est intéressant. Je me disais, est-ce que ce serait pas intéressant de travailler pour eux, de travailler avec un tour opérateur classique qui ferait une sorte de, comment dire, de circuit? Parce que si on fait un circuit, ça permet quelque part, et c'est un peu là la question, est-ce que ça diviserait l'arrivée de départ? Ou est-ce que finalement chaque établissement devrait tenir compte totalement du poids de carbone, ou est-ce qu'il se redivise par établissement? Et dans ce cas-là, ça permettrait d'avoir une population internationale à moindre coût carboné. C'est intéressant ce que vous dites, mais je ne crois pas qu'ils travaillent trop sous la forme de circuit, ne serait-ce que par le fait que, vous voyez, c'est l'Almanar, puisque c'est l'hôtel plage de l'Almanar. L'Almanar, c'est un spot international pour des sports d'eau, en fait, des sports de glisse. Il y a du surf, il y a du kitesurf, il y a énormément de spots, enfin de sports qui se pratiquent là, et c'est vraiment extrêmement réputé. Et quand les gens viennent, en fait, les gens viennent pour un séjour. Donc, ils peuvent venir pour passer 3 jours quand ils sont en clientèle régionale. En hors saison, ça se fait assez souvent. Et en pleine Ok. saison, ils viennent passer plusieurs jours, vous voyez. Donc, c'est pas Ok. vraiment. Le site se prête peu à cette logique de circuit que vous évoquez qui peut être très intéressante. Euh, Maintenant, je leur poserai la question quand même, parce que c'est vrai que c'est pas une question que je leur ai posée. Je sais qu'elle était vent debout lors de notre dernier entretien contre justement. On a un aéroport local à Hyères qui a perdu un petit peu de sa fréquence par rapport à il y a 30 ans, mais Ok. qui en pleine saison est très actif. Et elle me disait, c'est complètement débile d'avoir là à Hyères un aéroport qui tourne à plein en pleine saison. Parce qu'en fait, ça contribue à nous faire venir des touristes internationaux à un moment où on n'en Ouais. a pas besoin. Alors que s'ils étaient ouverts hors saison, bah là, pour le coup, ça aurait une logique économique par rapport au territoire. Et donc, elle était vraiment dans ce raisonnement-là. C'est vraiment une militante, hein. Le couple est vraiment militant. Et donc, tient des discours qui sont assez disruptifs par rapport aux discours qu'on peut avoir habituellement dans les activités touristiques. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est intéressant puisque nous, bon, alors je suis en Guyane et on travaille quand même pas mal aussi avec le professeur Ozelechim sur le tourisme durable, et c'est une approche qu'on n'a pas encore totalement vue et qui va nous inspirer. Merci encore. D'accord, bah écoutez, avec plaisir, hein. Merci à vous. Vous avez posé aussi la question des colloques. C'est un peu en lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'organisation hybride. Euh, bon, moi j'ai souhaité faire ce colloque en distanciel parce que c'était très pertinent avec l'organisation du Congrès international de la RSE parce que bah, justement, on a des collègues qui sont disséminés en France métropolitaine et ultramarine, donc c'était quand même très compliqué d'imposer une présence. Et quand on fait du mix,
finalement, personne s'y retrouve vraiment, en particulier ceux qui ne sont pas en présentiel. Donc, je pense qu'il faut maintenir les deux dans les colloques quand on peut avoir du présentiel. Mais si on veut multiplier les colloques, c'est bien aussi d'en faire en distanciel pour être vraiment concentré sur les sujets de recherche et éviter toutes ces externalités négatives liées au déplacement, en termes collectifs, mais aussi individuels, hein. Là, il y a beaucoup de gens qui sont très occupés. Là, depuis ce matin, ils viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis repartent à leurs activités. Si vous devez vous déplacer pour un colloque, vous bloquez 3 jours minimum quoi, pour aller dans un colloque. Donc, c'est aussi cette question de praticité qui est ici privilégiée. Bon, merci beaucoup pour vos remarques et la qualité des échanges.